Honneur à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumigène H. Aujourd'hui votre sensei vous fait une petite review des 2 premiers chapitres de Dragon Ball Kakumai. Alors Dragon Ball Kakumai, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un doujinshi fait par des fans et pour des fans. Et si j'ai décidé de vous en parler aujourd'hui, eh bien c'est que j'ai tout simplement été surpris par la qualité du travail fourni par Asha et ses équipes. Je peux vous assurer que DBK se défend plutôt pas mal pour un manga amateur. L'autre point qui m'a surpris sur DBK, c'est le scénario. Pour le coup, il est très ambitieux et surtout il pourrait même être une suite envisageable pour DBS. Bon, avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens quand même à remercier les équipes de DBK pour m'avoir autorisé à parler de leur œuvre aujourd'hui. Bien évidemment, vous trouverez un lien dans la barre d'infos vous permettant d'aller découvrir ce doujinshi. Je vous invite également à aller sur la chaîne Asha Review Manga, sur laquelle le créateur principal de ce manga pourra très certainement vous donner encore plus d'explications sur la direction artistique qu'il souhaite donner à son œuvre. Bon, après tout ça, Chibi Sensei, balance l'intro s'il te plaît, mais fais-le d'une manière kakumaesque. Bon, on arrive sur une première image nous relatant un peu tous les combats les plus difficiles que Goku a dû livrer dans sa vie. Mais l'objectif était surtout de nous poser le contexte du manga. On est à la fin du tournoi du pouvoir, Goku et Freezer font équipe pour éliminer Jiren, et je dois vous avouer que j'ai trouvé ces premières images très qualitatives, et surtout on ressent très bien l'adversité du combat. On se sent très facilement dans une ambiance Dragon Ballesque, et je pense que c'est exactement le souhait des équipes, c'est de commencer le manga dans une atmosphère rappelant un des moments les plus forts de DBS, afin d'accrocher immédiatement le lecteur. Bon, en tout cas le tournoi se termine par la victoire de l'univers 7, mais je sais pas pourquoi je pense que Jiren aura très certainement un rôle à jouer dans ce manga, car il est clairement indiqué qu'une rivalité vient de naître entre Goku et Jiren. Et c'est bien logique, car si on réfléchit bien, il n'y a pas vraiment eu de vainqueur dans ce combat, ils se sont mis à 3 pour l'éliminer, c'est pas très honorable tout ça. Pour un Saiyan comme Goku, c'est clairement pas une victoire digne de ce nom. Bref, ensuite on fait un bond dans le temps et on arrive 6 mois plus tard. On se retrouve sur la planète de Beerus, en pleine effervescence, et la raison est simple. C'est que Goku et Beerus sont en train de mener un combat d'entraînement. Et quel combat franchement, c'était très bien fait. Et je pense que ce combat avait 3 objectifs. Tout d'abord, l'auteur a voulu nous donner le niveau actuel de Goku, nous informer qu'il rivalise avec les Akaishin. Deuxièmement, Goku n'a pas encore dépassé Beerus. Et troisièmement, Goku n'a pas maîtrisé l'Ultra Instinct. Je trouve cela finement joué. Pourquoi? Car si on a un Goku qui maîtrise l'Ultra Instinct, mais quelle est l'étape d'après? C'est déjà un niveau de puissance que les dieux eux-mêmes ont du mal à maîtriser. C'est donc logique que Goku n'y arrive pas en 6 mois. C'est bien car ça donne à notre héros un objectif à atteindre. Et surtout ça nous redonne un Beerus badass. Car franchement sur la fin de DBS, Beerus c'était un peu devenu le bon poteau de la team de l'univers 7. Faut pas oublier que c'est un dieu de la destruction. Et que lui aussi a encore une marge de progression. Car le Migate no Gokui n'est pas réservé qu'à Goku. La preuve en est, c'est que Beerus arrive à l'activer plus facilement que Goku. Qui lui a besoin d'être mis au pied du mur pour le déclencher. C'est donc un combat avec plein de messages subliminaux derrière. L'autre chose que j'ai apprécié également, c'est la violence du combat. En gros, ça détruit des planètes, etc. On est vraiment dans un affrontement niveau Akaishin. Et ça, j'ai apprécié. Si Whis n'intervient pas à la fin, en gros, les mecs, ils détruisent l'univers. Ils sont complètement fous. Attention, je suis pas en train de dire que c'est du travail parfait. Il y a quelques imprécisions dans les dessins, etc. Mais globalement, moi, j'ai apprécié la lecture. Et encore une fois, je me suis senti dans un combat Dragon Ballesque. Surtout sur le déclenchement du Migate no Gokui par Sangoku. Manquait plus que la musique et c'était parfait. Bon, ensuite, on a une discussion entre Goku, Whis et Beerus. Et assez étonnamment, on retrouve un Goku plus mature. Je pense que c'était le souhait d'une grande majorité de fans. C'était de retrouver le Goku qu'on avait à la fin de DBZ, et non celui de DBS. Car faut avouer qu'il faisait un peu gamin attardé celui de DBS. Là, on retrouve un Goku avec les mêmes objectifs, mais qui les expose de manière plus sérieuse. Et c'est pas pour me déplaire, franchement. Bon, on nous précise bien que c'est le dernier entraînement de Goku avec Whis et Beerus, et cette fois-ci, il doit se débrouiller seul pour la suite. Ensuite, on arrive sur Vegeta. Et là, j'ai envie de dire merci DBK de nous rendre le vrai Vegeta, c'est-à-dire le prince des Saiyans qui s'entraîne seul. Je vous rappelle que dans DBZ, Vegeta c'est un solitaire qui s'entraîne systématiquement seul. Et surtout, il était temps de le séparer de Goku afin que chacun des deux puisse suivre son propre développement. Bon, ça avait déjà été amorcé à la fin de DBS, car on avait un Vegeta qui n'avait pas débloqué l'Ultra Instinct, mais qui avait débloqué sa propre transformation. Donc voilà, je trouve que c'est une très bonne chose, et surtout ça rend le personnage de Vegeta un peu moins suiveur. En tout cas, on arrive ensuite sur Gohan. Et là, j'ai apprécié le fait que enfin Gohan retrouve le chemin de l'entraînement. Car franchement, dans DBS, il n'était pas du tout au niveau où tout le monde l'attendait. Je vous rappelle que Gohan, c'est l'héritier de Goku. Et surtout, c'est le plus gros potentiel Saiyan de la Terre. C'est clairement répété à chaque fois. Mais mis à part contre Cell, ce potentiel n'a jamais vraiment été exploité. Dans la saga Buu, le Gohan ultime a tenu 3 ou 4 épisodes et il s'est fait avaler direct. Donc là, ça fait plaisir de voir que Gohan aura un rôle à jouer dans DBK. Par contre, le fait de nous le remettre en mode élève de Piccolo, j'ai trouvé ça un peu redondant.
car Gohan n'est plus un ado, c'est clairement un homme, un père de famille, son statut d'élève est terminé depuis la saga Buu. C'est bien que ça soit Piccolo qui l'ait remis sur pied dans l'anime, mais là j'ai trouvé que DBK devrait profiter pour nous faire un Gohan plus badass, avec un statut de leader et de sensei de la nouvelle génération, à savoir Goten et Trunks. Faut pas oublier que c'était le leader de l'univers 7 dans l'anime, même si à mon avis personne s'en souvient, hein, c'est clair, hein, tellement ça n'a jamais été mis en avant durant le tournoi. Bref, en tout cas on va avoir du Gohan dans DBK et ça fait plaisir. Et là on arrive dans le palais du grand prêtre et on retrouve tous les anges réunis, convoqués par le grand prêtre justement. À noter l'imagination des dessinateurs pour le palais qui était juste sublime. En tout cas, le grand prêtre explique que la situation est très grave, car un univers très dangereux est réapparu. Et ça va être chaud pour eux, car apparemment cet univers était d'une telle dangerosité que le grand prêtre a pris lui-même la décision de le pulvériser. Ils vont alors être interrompus par un personnage inconnu, et le chapitre se finira sur un Whis plus ultra énervé. Et je crois que c'est la première fois que je vois Whis énervé. Alors là, ça veut dire ce que ça veut dire. Bon, on arrive ensuite sur le second chapitre, et là on va apprendre énormément de choses sur l'identité de tous les futurs adversaires à venir. Et ça fait plaisir, car dans l'anime, on n'a pas souvent vu les anges inquiets ou faire de grosses démonstrations d'émotions, car ils sont tellement au-dessus des mortels que finalement ils étaient plus impressionnés par l'abnégation et la motivation des mortels plutôt que par leur puissance, à part peut-être pour le Migate no Gokui maîtrisé qui avait impressionné les anges, mais qui en soi est un niveau déjà maîtrisé pour eux. Non, là on a des anges qui sont clairement en train de flipper de cette nouvelle menace, et ça fait plaisir. Et la menace elle est bien réelle, car ils sont clairement en face de personnes aussi puissantes qu'eux. Donc les anges et les Akaishin des univers détruits, puis reconstruits par C17. J'ai toujours pensé que le retour de ce C17 c'était une mauvaise idée. Mais bon, bref, là on retrouve un personnage qu'on connaît très bien, Frieza-sama. Et c'est une excellente idée, car on sait que Freezer était d'un niveau approchant les Akaishin, ou du moins certains Akaishin. Et c'était un peu ridicule de se dire qu'il allait retourner à coloniser des planètes après le tournoi. Franchement, non, Freezer c'est un personnage ambitieux. J'ai même envie de dire que son ambition est sans limite. Et le fait de nous le faire devenir Akaishin, j'ai trouvé que ça collait tout à fait au personnage. En plus, si on remarque bien, il est déjà en forme golden. Ça veut peut-être dire qu'il maîtrise cette forme au point de la conserver de manière constante. Et ça nous donne aussi quelques pistes sur son nouveau niveau de puissance. Car on se doute bien que son statut d'Akaishin va lui donner des nouveaux pouvoirs. Bon, c'est bien aussi de nous faire un Freezer vraiment méchant, car à la fin de BBS, c'est un peu flou. Et s'il y a un personnage qui ne doit pas devenir gentil, c'est bien Freezer. Attendez, je vous rappelle qu'il détruisait des villages, des enfants sur Namek. Le gars est quand même surnommé l'empereur du mal. En plus, on a déjà Vegeta qui est devenu gentil, Boo également est devenu gentil. C'est qui le prochain? C'est Broly? Non, franchement, sérieusement, des fois c'est bien d'avoir des vrais méchants qui font des choses dégueulasses et qui donnent envie de les buter, clairement. Bref, on apprend également que Goku s'est rendu dans l'univers 0 et qu'il a été fait prisonnier. Et c'est assez intéressant comme tournure, car je me demande bien comment Goku va se libérer. Est-ce que Vegeta va le secourir? Est-ce que ce sera Beerus? Ou pourquoi pas Gohan et Vegeta? Ou pourquoi pas même Jiren de l'univers 11? On sait pas, il y a plein de possibilités avec un Goku emprisonné. Et ça donne l'opportunité de développer un peu les autres personnages. Donc je trouve encore que le scénario est très bien pensé pour le coup. On apprend ensuite l'identité de l'ennemi principal, et il s'agit de Kansei, la grande prêtresse, et par conséquent l'égale du grand prêtre. Enfin, on suppose. Et le chapitre se finit donc sur cette révélation. Que pouvons-nous retenir de ces deux chapitres? Eh bien le scénario est très accrocheur et surtout prometteur. On a des personnages qui reviennent sur le devant de la scène, comme Gohan, et d'autres qui redeviennent comme avant, tels que Vegeta. Le plus appréciable, c'est que DBK nous met un contexte où on ressent un enjeu de survie, et donc une pression est sur les épaules de nos héros, ce qui n'a jamais été le cas dans DBS, car on avait toujours Whis ou Beerus, voire même Zeno, qui pouvaient éradiquer la menace. Cette fois-ci, même eux ne pourront pas éradiquer cette menace. Et ça fait plaisir, car je dois vous avouer que c'était le plus gros défaut de DBS. Et l'équipe de DBK l'a bien compris. Non, franchement, faut être honnête, même dans le tournoi du pouvoir, personne n'a cru une seule seconde que les univers allaient être détruits. Pour moi, je sais pas, ils étaient téléportés dans un bar intergalactique, ils prenaient un verre, je sais pas. Mais franchement, pour moi, c'était évident qu'ils n'étaient pas détruits. On n'a jamais ressenti d'enjeu dans DBS, c'est clair et net. Et bien dans DBK, je peux vous assurer que lorsque vous apprenez que Whis est impuissant face à un ennemi, vous vous dites que le niveau est très élevé. Attention cependant, on arrive dans un niveau de puissance tout simplement hallucinant. Je me demande bien comment les dessinateurs vont nous représenter un combat entre les deux prêtres, par exemple, entre Kansei et le grand prêtre. Quand tu vois le combat de Beerus vs Goku, qui ne sont même pas à fond tous les deux, on se dit que les anges ou les prêtres, ça doit être encore
plus impressionnant. C'est franchement un niveau de puissance jamais atteint en anime ou manga. Peut-être dans les comics avec Thanos, etc. Mais en manga, c'est le niveau de puissance le plus élevé que je n'ai jamais vu. On parle de personnes capables de détruire un univers. Je me dis que les dessinateurs doivent avoir une pression monstre sur les épaules, car ils ont pris un pari hyper ambitieux de partir sur ce genre de scénario. Mais bon, au vu des premiers chapitres, je pense que toute cette petite équipe a clairement bien prévu son coup, et je me fais pas de soucis pour eux. Quoi qu'il en soit, j'ai hâte de lire ce 3e chapitre. Je vous invite vivement à aller les soutenir sur leur page Facebook, car c'est vraiment du bon travail. Voilà pour ma review sur ces 2 premiers chapitres de Dragon Ball Kakumai. Et avant de finir cette vidéo, je tenais à vous remercier pour toutes les réactions sur ma dernière vidéo du chapitre 38 de DBS. J'ai vraiment pu échanger avec vous, j'ai pu avoir votre avis. Alors voilà, bien évidemment, tout le monde n'a pas le même avis, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut échanger entre nous dans le respect. Donc franchement, moi perso, ça m'a fait super plaisir. En attendant, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, excellente journée à vous, et surtout, que l'honneur soit avec vous.